par Thierry Messant. L'Élysée a utilisé l'incendie de Notre-Dame de Paris pour mener à bien un projet qui dormait dans les cartons. Il a fixé des règles inédites, hors des procédures d'appel d'offres et de respect du patrimoine, non pas pour restaurer la cathédrale, mais pour transformer l'île de la Cité en premier lieu touristique d'Europe à la veille des Jeux Olympiques de 2024 et de l'Exposition universelle de 2025. Pour éviter les contraintes judiciaires, il a arbitrairement imposé l'hypothèse d'un sinistre de chantier. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Lorsque l'incendie de Notre-Dame a débuté, le 15 avril 2019 au soir, tous les médias français et beaucoup d'étrangers se sont tournés vers la cathédrale en feu. De nombreuses télévisions étrangères ont débuté leur journal par cette nouvelle, mais pas France 2. La chaîne publique avait prévu de le consacrer au discours annoncé du président Macron concluant le « grand débat national ». La rédaction, complètement sonnée par l'émoi provoqué par ce drame imprévu, y consacra son journal, non sans avoir au préalable regretté que le président reporte son discours Cindy, un discours à ses yeux beaucoup plus important. La froideur de la plupart des journalistes et la stupidité des commentaires à chaud des politiques ont soudainement montré le gouffre béant qui sépare leur univers mental de celui des Français. Pour la classe dirigeante, la beauté de Notre-Dame ne saurait faire oublier que c'est un monument de la superstition chrétienne. Au contraire, pour le public, c'est le lieu où les Français se réunissent en tant que peuple pour se recueillir ou rendre grâce à Dieu. En termes de communication, il y aura probablement un avant et un après cet incendie. Une majorité de Français a été sidérée par ce sinistre et révoltée par l'indifférence arrogante de sa classe dirigeante. L'île de la Cité et l'industrie du tourisme. Immédiatement, le président de la République, Emmanuel Macron, décidait non pas de reconstruire Notre-Dame, mais de réaliser un projet difficile qui attendait dans des tiroirs depuis 2 ans et demi. En décembre 2015, une mission avait été commanditée par le président de la République de l'époque, François Hollande, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle dura une année entière alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. De nombreuses personnalités y ont participé, dont Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture et aujourd'hui directrice de l'UNESCO 1, ou le préfet Patrick Sterzoda, alors directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Elle était dirigée par le président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval, et l'architecte Dominique Perrault. Constatant que l'île de la Cité est, depuis son remodelage par le baron Haussmann au XXe siècle, un complexe administratif fermé au public, hébergeant la Sainte-Chapelle et la cathédrale Notre-Dame de Paris, la mission proposa de la transformer en une île monument. L'opportunité en est fournie par le déménagement du palais de justice, la réorganisation de la préfecture de police et de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Il sera en effet possible de tout réorganiser. Le projet de la mission Bellaval-Perrault. La mission a ainsi listé 35 chantiers coordonnés, dont la création de voies de circulation souterraines et la mise sous verrière de nombreuses cours intérieures, pour faire de l'île la promenade obligée de 14 millions de touristes annuels et, éventuellement, des Français. Le rapport de la mission 2 évoque l'incroyable valeur commerciale de ce projet, mais ne dit pas un mot de la valeur patrimoniale, particulièrement spirituelle, de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame qu'elle aborde exclusivement comme des sites touristiques, source potentielle de revenus. Malheureusement, cet ambitieux projet ne pouvait, selon ses auteurs, être réalisé rapidement, non pas tant du fait de l'absence de financement que des lourdes habitudes administratives et des énormes contraintes juridiques. Bien qu'il n'y ait que peu d'habitants sur l'île, la moindre expropriation peut durer des décennies. Plus étonnant, le directeur du Centre des Monuments Nationaux semblait regretter l'interdiction de détruire une partie du patrimoine pour mettre en valeur une autre partie. Etc. Les choix de l'Élysée. Dans les heures qui suivirent, il fut évident que des fonds très importants seraient offerts par des donateurs allant du simple citoyen à de grandes fortunes. L'objectif de l'Élysée fut donc de mettre en place une autorité capable de mener à fois la reconstruction de Notre-Dame et la transformation de l'île de la Cité. Le lendemain, 16 avril, au cours d'une intervention télévisée, le président Macron déclarait : alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années, 3. Chacun à sa place, chacun dans son rôle.
Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Oublions-le, je veux, caractéristique non d'un élu républicain, mais d'un chef d'entreprise. 5 ans, c'est extrêmement court, surtout au regard du siècle et demi de la construction de la cathédrale. Cependant, c'est le temps nécessaire pour que les travaux soient terminés à temps pour les touristes des Jeux Olympiques de 2024 et de l'Exposition universelle de 2025. C'était la date prévue par la mission Bélaval-Perrot. Le surlendemain, 17 avril, le Conseil des ministres fut entièrement consacré aux conséquences de l'incendie. 3 décisions importantes furent actées. Nommer l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, pour conduire depuis l'Élysée une mission de représentation spéciale, afin de veiller à l'avancement des procédures et des travaux qui seront engagés. Faire adopter par le Parlement un projet de loi 4 régissant la collecte de fonds, régularisant la nomination du général Georgelin qui a atteint la limite d'âge et surtout exemptant sa mission de toutes les procédures d'appel d'offres, des lois de protection du patrimoine et de toutes les contraintes qui pourraient survenir. Lancer un concours international d'architecture pour reconstruire Notre-Dame. Une autre décision était prise, étouffer tout débat sur les causes de l'incendie afin d'éviter qu'une enquête judiciaire ne vienne perturber ce bel agencement. Le mensonge d'État. Immédiatement, le nouveau procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, nommé sur intervention personnelle d'Emmanuel Macron, assure que la piste criminelle n'est pas privilégiée et que l'incendie est lié à un accident de chantier. Cette assurance provoque une levée de boucliers chez les experts du site, pompiers, artisans et architectes, pour qui aucun élément de chantier n'était capable de provoquer un tel incendie, à cet endroit et à cette vitesse. L'insistance du procureur et celle du préfet de police, Didier Lallemand, à prendre position à un moment où aucun enquêteur n'avait été en mesure de se rendre sur le lieu de l'incendie atteste de l'élaboration d'une version officielle qui ne contraigne pas à de longues investigations bloquant le site. Elle alimente aussi les interrogations sur la piste arbitrairement écartée, celle d'un acte anti-chrétien ou anti-religieux, notamment dans le contexte du vandalisme contre les églises, 878 profanations en 2017, de l'incendie volontaire de l'église Saint-Sulpice le 17 mars, voire de l'incendie de la mosquée Al-Marwani sur l'esplanade d'Al-Aqsa à Jérusalem. En outre, sachant que la majorité des grands incendies intervient dans le cadre de projets immobiliers, l'hypothèse d'un acte volontaire pour permettre la transformation de l'île de la Cité doit être examinée. Ces questions sont toutes légitimes, mais en absence d'enquête aucune réponse définitive ne l'est. Certes, l'objectif du président Macron est louable, mais sa méthode est bien étrange. Certes, il n'est pas possible de lancer un tel chantier sans changer les règles de droit, mais si la nomination d'un officier général de premier plan est une garantie d'efficacité, ce n'en est pas une de respect du droit. Thierry Meyssan. Un Audrey Azoulay a été élu grâce au lobbying de la France, alors que la tradition veut qu'un pays ne soit pas à la fois l'hôte d'une institution internationale et son président, et que ce poste avait été promis à une personnalité arabe. C'est au titre de directrice qu'elle publiera un communiqué portant acte de candidature de l'UNESCO, communiqué de l'UNESCO sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, réseau Voltaire, 16 avril 2019. En février dernier, la charpente a été traitée, voir le reportage sur A2, contre les insectes avec un gel. Elle ne l'avait jamais été depuis plus de 800 ans. L'entreprise qui a désinsectisé a dû faire preuve de talent car il a fallu pulvériser à 15 monsieur pulvériser du gel à 15 mètres de haut n'est pas à la portée de tout le monde. Suite à ce traitement, le bois change de couleur et devient un peu couleur acajou. Le 15 avril, la charpente prend feu et brûle en faisant un bruit très important pour un feu de bois situé en hauteur. Ce bruit gêne les reporters, les obligeant à s'éloigner pour faire leur travail. Assez significativement, le feu augmente au moment où les pompiers sont intervenus comme si l'eau activait les flammes. La charpente est en chêne, or le chêne sec ne fait pas de flammes, il rougeoie, d'où l'intérêt d'un tel bois pour les cheminées car c'est un feu qui dure très longtemps, une bûche de chêne peut tenir facilement un feu toute la nuit. Il m'est arrivé de faire tenir 12 heures une bonne bûche dans ma cheminée.
Des vidéos de bonne foi, non truquées, caméra surveillée, montreront par la suite une personne sur le toit de la cathédrale s'activant avec du feu sous forme d'éclairs ou au moins de grosses lueurs très brèves et jaune-orangé comme seront les flammes de la charpente ensuite, après le départ des ouvriers. Puis cette personne disparaît. L'entreprise, qui a désinsectisé a été bernée en répandant non pas un produit désinsectiseur mais un produit pyrotechnique qu'on lui a obligatoirement fourni car elle n'est pas en mesure de le produire sur le plan chimique. Le produit de type thermite est composé d'oxyde de fer et d'oxyde d'aluminium, ce qui donne la couleur acajou obtenue après la pulvérisation et la couleur des flammes jaune-orangées de l'incendie. Depuis février, le produit sans doute associé à une colle à sécher et s'est sali de failles sur les poutres comme une pâte devenue très fine, une sorte de vernis, sauf que ce n'était pas du vernis. Le 15 avril, il ne suffisait plus que d'un vrai pot thermique, générant une chaleur intense de 2200 degrés pour percer la toiture par sa très forte température et allumer ainsi toute la charpente préimbibée située nécessairement juste en dessous du toit. Le pot thermique, c'est la personne vue sur le toit avec des flammes jaune-orangées qui met le feu. En fait, toute la charpente était un pot thermique avec cette fausse désinsectisation. Pour avoir montré aux vidéos des éclairs ou des flammes orangées jaunes, le pot thermique initial a été allumé classiquement avec du magnésium par la personne sur le toit, la toiture est en plomb donc aucun problème de perçage. Après l'amorçage sur le toit, le feu a gagné toutes les parties pulvérisées pendant la fausse désinsectisation. Sous l'action des lances incendie, le feu augmente dans un premier temps car l'eau active ce type de pyrotechnie avec des crépitements intenses et même de petites explosions. Si l'eau active ce genre de feu, c'est en raison de l'extrême chaleur produite. En effet, l'eau se catalyse au-dessus de 1100 degrés, libérant ainsi ces deux gaz, l'hydrogène et de l'oxygène, d'où les flammes sur un bois qui d'ordinaire n'en fait pas, flammes dues à l'hydrogène et à l'oxygène. Ces deux gaz, H et O, s'additionnant à l'oxyde de fer et à l'oxyde d'aluminium, augmentant la combustion. Un pot thermique est capable de détruire un char, c'est pour ça qu'il a été inventé. En produisant une chaleur de 2200 degrés, il place au double de la valeur de sa catalyse, séparation en gaz, l'eau, dont la catalyse est à 1100 degrés, c'est pourquoi la charpente a fait comme un feu de paille sous les lances à incendie, les pompiers ne sachant pas à quel genre de feu ils avaient affaire. Il s'agit donc d'un attentat grandiose, soigneusement calculé et qui ne peut être l'œuvre que d'esprits pervers de la pire espèce venant d'un État et non pas d'un simple kidam ou terroriste primaire, et sans doute tout cela est-il au profit d'intérêts commerciaux voulus par des salopards ignobles. Les traces du forfait sont présents partout. Il suffit de chercher et les bouts de charbon tombés au sol sont les bienvenus pour faire des analyses. Alors toi, oui toi ami complotiste, ramasse et garde chez toi des bouts de poutre calcine, tu les donneras à un laboratoire, très loin de Paris, équipe un spectrographe de masse. Il y découvrira de la nanothermite militaire. À toi de jouer ami complotiste, ami conspirationniste. Pour commencer, cherche le fournisseur du gel emploie par l'entreprise des Épinal Aubrias Sarl qui est intervenu sur site en 2018 afin de procéder au traitement des charpentes. Ce fournisseur de produits révolutionnaires de type gel est le fil conducteur. Il faut connaître qui il était, où le produit est fabriqué. Il s'agit sans aucun doute de nanothermite de type militaire en solution dans le fameux gel. Il est plus probable qu'échoue à la suite de l'appel des offres pour ce gigantesque chantier. Ce dernier a dû être approché par des fournisseurs dont celui du fameux gel révolutionnaire insecticide. Qui dit gel dit produit épais et donc en solution non volatile et pouvoir de grande concentration de nanothermite militaire en solution. Il s'agit d'une opération de type militaire et donc une organisation gouvernementale. L'observation suffit à s'en convaincre. J'y attends dès lors les analyses de ces précieux bouts et poussières de charpente de Notre-Dame. Les Parisiens en font la chasse comme jadis les New-Yorkais firent la chasse à la poussière des WTC le 911. On y découvrit là. Fameuse nanothermite d'origine militaire infiniment plus puissante que celle que tu feras dans ton garage pour tes feux de Bengale. Cherchez Google et votre ami. Explication: une nanothermite ou superthermite est un composite intermoléculaire métastable intermolecular composite, MIC en anglais. Les nanothermites se distinguent par la très grande quantité de chaleur produite lorsqu'elles sont enflammées. Les MIC sont un mélange très fin, à l'échelle nanométrique, d'un oxydant et d'un réducteur. Leur combustion est donc une oxydoréduction.
Les MIC sont des substances dangereuses qui peuvent être étudiées et mises au point dans un but militaire ou pour des applications pyrotechniques, comme ergols ou explosifs. Ce qui distingue les MIC des aluminothermiques courants est que l'oxydant et le réducteur, oxyde de fer et aluminium en général, ne sont pas à l'état de fine poudre micrométrique mais plutôt de nanoparticules, ce qui augmente considérablement le degré de mélange des réactifs, autrement dit leur surface de contact, et donc leur vitesse de réaction. Incendie de Notre-Dame, quelques éléments intrigants. 1. De la fumée blanche et jaune dès le départ de l'incendie, alors qu'un incendie, conventionnel, provoque de la fumée noire, et que la fumée ne devient blanchâtre qu'à partir du moment où l'eau est envoyée en quantité, et que la vapeur d'eau prend le dessus sur le carbone. À gauche sur la photo du poste, des fumées noires provoquées par la combustion du bois, qui s'échappent à travers la façade de Notre-Dame. À droite, la combustion très puissante d'autre chose, chimique dans tous les cas, sans doute de la thermite, dont la combustion produit des flammes intenses et une fumée jaune. Faisons la supposition que de la thermite ait été déposée à la base de la flèche et mise à feu. La température d'un incendie impliquant des poutres de bois est de 800 degrés. Le plomb fond à 335 degrés et ne change rien à la température de l'incendie. La température de fusion de l'acier galvanisé de l'échafaudage est de 1485 degrés. La température de combustion de la thermite est d'environ 2200 degrés. Donc, s'il y avait eu combustion initiale de thermite à la base de la flèche, il serait logique que l'échafaudage soit fondu à proximité de la position initiale de la flèche, et de moins en moins fondu au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ce point chaud. Logique aussi, que les poutres ayant brûlé directement sous l'échafaudage ne lui aient causé aucun dommage. Ça tombe bien, c'est justement ce que nous montre la deuxième photo ci-dessous. D'autre part, il y eut une alerte incendie à 18h47, puis tout le toit est en flammes à 19h, et la flèche s'effondre à 19h45. Or, il est totalement impossible de faire prendre des poutres de chêne 400 mm à une telle vitesse. Il faut plusieurs heures pour faire prendre des poutres d'une telle section, avec un feu normal. De plus, les charpentiers du Moyen Âge faisaient subir des traitements par bain de minéraux à leurs bois de charpente, pendant des années. Ces bois sont pratiquement pétrifiés comme ceux qui sont immergés dans la lagune de Venise, et qui continuent de porter toute la ville, y compris la basilique de la place Saint-Marc, structure au poids considérable. Bref, au Moyen Âge vers 1200, les mêmes techniques de bain ont été utilisées pour Notre-Dame comme pour Venise, et ces techniques, auxquelles nous ne connaissons plus grand-chose, rendaient le bois imputrescible et ininflammable. Enfin, l'ancien architecte officiel de Notre-Dame, responsable du bâtiment de 2000 à 2013, et architecte de sa sécurité incendie, est incrédule face à la rapidité de la propagation du feu. https://youtube.be/9-juseglet4 3. Une vidéo capturée à 17h05, à distance du toit de Notre-Dame. Officiellement, il n'y avait sur le toit que des monteurs d'échafaudage, dont les outils, selon la version officielle, n'étaient que des marteaux et des clés de 22. Les ouvriers disent être descendus de l'édifice à 17h20 et remis les clés du chantier à la conciergerie. Or, deux flèches peuvent être vues sur les vidéos, à la 3e et la 16e seconde, à proximité d'un homme. Ces flèches peuvent s'expliquer par une mèche en magnésium pour activer la thermite. On peut penser à une chaîne pyrotechnique simple avec des mèches lentes, un détonateur, et une charge principale. https://youtube.be/il-f5bjm8lk